Ouais, on va s'imaginer un instant, coincé dans un état de paralysie totale. Ah, le fameux cauchemar. Ouais, exactement. Le corps refuse de bouger, on a cette pression insoutenable qui écrase la poitrine et au moment précis où notre instinct nous dicte de hurler à l'aide, ben, on réalise que nos propres lèvres sont physiquement cousues l'une à l'autre. C'est terrifiant. Totalement. C'est impossible d'émettre le moindre son, l'air ne passe plus. C'est vraiment l'essence même du cauchemar. Une suffocation qui n'est pas seulement physique, mais profondément psychologique, quoi. Et c'est une image qui résonne directement avec nos peurs primales, en fait. Neurologiquement parlant, la privation de notre capacité à communiquer notre détresse, ça déclenche une panique absolue dans notre cerveau limbique. Ah ouais? Bah oui, parce que c'est le retrait soudain de notre mécanisme de défense le plus fondamental, tu vois. L'appel à la tribu, en gros. C'est super intéressant ça. Et c'est précisément cette terreur, cette vulnérabilité paralysante qui forme le cœur de la source qu'on explore aujourd'hui. Tout à fait. Pour cette plongée approfondie, on se concentre sur une œuvre vraiment singulière. C'est une huile sur toile qui a été peinte en 2023 par Dani Zouhir. Un artiste peintre marocain de Meknès, c'est ça? C'est ça, exactement, originaire de Meknès. Et notre mission aujourd'hui, c'est de décrypter comment une simple surface plane, couverte de pigments, arrive à encapsuler toute la violence de l'épuisement humain. Et sans utiliser un seul mot, pour le coup. Ouais, voilà. L'artiste réussit ce tour de force uniquement en s'appuyant sur une distorsion radicale de l'anatomie et des choix chromatiques qui sont vraiment très perturbants. C'est vrai que la peinture surréaliste, et c'est tout l'enjeu de cette œuvre-là d'ailleurs, ça ne cherche pas à reproduire le monde tel que l'œil le perçoit, D'accord. mais plutôt tel que le système nerveux le subit, tu vois. En éliminant le langage verbal, l'artiste nous prive de nos filtres rationnels. On se prend l'émotion de plein fouet, quoi. Absolument, on est obligé d'absorber l'angoisse de cette toile de manière presque viscérale. Justement, pour saisir la lourdeur de cette angoisse, je pense qu'il est indispensable de commencer par le commencement, c'est-à-dire l'endroit où tout ça se déroule. Le décor. Le décor, oui. Le regard est tout de suite absorbé par un paysage d'une désolation totale. Ouais. On y trouve une palette de couleurs extrêmement terreuse. C'est dominé par des ocres écrasants, des bruns un peu poussiéreux et des jaunes qui semblent avoir été lavés de toute vitalité. C'est très aride comme ambiance. Très aride, oui. Sauf que ce sol stérile, il est surplombé par un ciel qui défie un peu la logique. Il n'est ni bleu, ni gris orageux. En fait, il est teinté d'un vert sourd, presque vaseux. Et ça, ce n'est pas anodin du tout. L'utilisation de ce verre spécifique, c'est un déclencheur d'alerte redoutable. Un déclencheur d'alerte. Oui, dans la nature, un ciel qui tire vers le vert, ça signale généralement un phénomène météorologique extrême, qui est imminent. Ah, genre une tornade. Exactement. Ou alors une atmosphère chargée en particules toxiques. Et notre cerveau a évolué pour associer cette longueur d'onde chromatique-là à un danger de mort imminent quand elle est suspendue au-dessus de nos têtes. D'accord, donc pour ceux qui regardent la toile, on est mis en état d'alerte avant même d'avoir analysé le sujet principal en fait. C'est tout à fait ça. Waouh. Et ce sentiment de menace, je trouve qu'il est vachement amplifié par l'aridité du sol. On observe une terre craquelée, tu sais, fissurée en plein de plaques sèches. Comme le lit d'un fleuve mort depuis des siècles. Ouais, voilà. Et le seul relief, à part le sujet central, bien sûr, c'est un unique pic montagneux qui est perdu à l'horizon. Et ce qui est fascinant dans la composition, c'est que ce pic lointain, il est parfaitement encadré par la bave de la tête monumentale qui flotte au premier plan. Ce qui crée une perspective très particulière. C'est ça. Moi, ça me rappelle cette sensation glaçante qu'on a parfois dans un rêve lucide, tu vois. L'espace est infini, mais il n'offre aucune liberté. C'est oppressant. Très oppressant. Le temps, il semble complètement figé. Alors le terme technique pour ça en analyse visuelle, c'est la psychologie spatiale de l'isolement. Ah, attends, il va falloir traduire ce concept-là. Parce que ça sonne un peu comme du jargon d'architecte, non? Comment la fameuse psychologie spatiale fonctionne sur une toile en 2 dimensions? Disons que face à une image complexe, l'œil humain cherche naturellement des échappatoires. D'accord. S'il y a un oiseau dans le ciel ou une route qui serpente, notre cerveau s'y accroche pour voyager, pour s'échapper un peu de la tension centrale. Pour respirer un coup, quoi. Voilà. Sauf qu'ici, l'artiste orchestre un vide absolu. Il construit un véritable piège visuel. Ah, je vois. L'œil tente de fuir la monstruosité du visage central, il parcourt l'horizon aride et il ne trouve rien d'autre qu'une montagne solitaire qui nous ramène. Directement à la base du visage. Exactement. Cette absence de distraction, ça crée une sorte d'agoraphobie paradoxale. L'espace est vaste, oui, mais il est suffocant. C'est fou. En fait, la toile refuse carrément de nous laisser détourner le regard. C'est exactement l'effet recherché. D'ailleurs,
Si on observe la façon dont ce visage massif existe dans ce désert oppressant, la logique s'effondre à nouveau. Au premier coup d'œil, moi je suis honnête, j'ai cru que la tête agissait comme une sorte de plante mitante. Une plante mutante. Ouais, j'avais l'impression qu'elle projetait des épaisses racines charnues dans le sol fissuré, tu vois, pour en siphonner l'eau ou l'énergie. Mais en observant la dynamique des formes d'un peu plus près, ce n'est pas du tout une conquête du terrain, n'est-ce pas? Ah non, loin de là. En fait, l'analyse de la texture peinte, elle contredit totalement cette idée d'une racine vigoureuse. Ok. Ce qu'on voit, c'est plutôt une perte terrifiante de la cohésion structurelle. Le bas du visage, le menton, le cou, tout ça est littéralement en train de fondre. Ah ouais, la chair cède sous son propre poids. Voilà, c'est ça. Les deux tiges épaisses qui descendent vers le sol, elles ne s'enfoncent pas pour chercher de la force. Elles s'affaissent, un peu comme de la cire trop chaude. L'anatomie capitule face à la gravité d'un monde toxique, en somme. C'est l'illustration parfaite de la faillite organique. Le corps, qui est censé abriter l'esprit, n'arrive plus du tout à maintenir son intégrité. C'est l'épuisement poussé à son paroxysme cellulaire. Absolument. Et cette faillite, elle devient encore plus troublante quand on regarde la partie droite de l'œuvre. Le visage fondant, il est soutenu, mais le soutien lui-même est cauchemardesque. La fameuse main. Oui, on y trouve une main qui maintient la joue molle, sauf que cette main, elle est complètement désincarnée. Elle n'appartient à aucun corps. À aucun bras visible, ouais. Et pire encore, pour que cette main fantôme puisse tenir la joue en l'air, elle est elle-même calée au bout d'une fine béquille en bois. Une béquille qui est plantée à la verticale dans la terre craquelée. Et ce montage précaire, il modifie vraiment toute notre lecture de l'œuvre. Comment ça? L'ajout de cet élément inorganique, le bois mort de la béquille, ça contraste violemment avec la chair fondante. Si la tête a besoin d'un étai externe, aussi absurde qu'une main coupée sur un bâton, pour ne pas s'effondrer totalement au sol, ça pose l'immensité du fardeau invisible que porte cette entité. C'est super fort comme image. Mais ça crée aussi une tension incroyable dans le récit, tu trouves pas? C'est-à-dire, On se retrouve face à un énorme paradoxe. Est-ce que cette structure misérable documente les derniers instants avant que tout ne s'effondre définitivement dans la poussière? Ou, au contraire, est-ce que c'est un acte de résistance désespéré? ah, je vois ce que tu veux dire. Ah bah oui, la béquille, ça pourrait être la preuve d'un refus de s'allonger et de mourir, l'effort titanesque de rester debout, même quand le corps se liquéfie. C'est une super réflexion. Et cette ambivalence, c'est vraiment le moteur de l'œuvre de Danny Zouir. D'accord. L'interprétation, elle bascule souvent selon l'état psychologique de la personne qui regarde la toile, en fait. Cependant, le symbole de la béquille, ça renvoie universellement à la convalescence, à l'infirmité prolongée. Ouais, c'est vrai. Et le fait que la béquille soutienne une main qui soutient ensuite un visage, ça illustre une déconnexion profonde. L'individu n'est même plus capable de se soutenir lui-même avec ses propres membres. Ils dépendent d'un assemblage dysfonctionnel pour affronter la réalité, quoi. Exactement. Donc, l'effort demandé pour exister dans cet environnement, il est tellement colossal qu'il consume le sujet de l'intérieur. De l'intérieur, oui. Pourtant, si le corps vacille et semble prêt à céder, le véritable point de rupture, l'élément qui enfin glace le sang et monopolise l'attention, ça n'a rien à voir avec cette chair qui fond. Non, ça se passe ailleurs. C'est ce que ce visage ne peut absolument pas faire. Au centre de la composition, la bouche attire le regard comme un véritable trou noir émotionnel. C'est le pivot central de l'attention. Tout gravite autour de ce silence imposé. Ouais, les lèvres sont peintes de manière très organique. Elles sont charnues, presque proéminentes, mais elles sont scellées par la force. Par ce lassage. Oui, un lassage blanc, un fil épais, qui les traverse de part en part. Ça coule la lèvre supérieure à la lèvre inférieure en de multiples boucles régulières. C'est très graphique. En voyant ça, l'image qui m'est venue à l'esprit, c'est celle d'une cocotte minute sur le feu, dont on aurait soudainement soudé la soupape de sécurité. Ah, c'est une excellente image. La pression monte, l'eau bout à l'intérieur, mais la vapeur n'a aucun moyen de s'échapper. L'explosion n'est qu'une question de temps. C'est ça. Et cette tension, elle se ressent physiquement en regardant la toile. L'analogie de la pression contenue, elle est redoutablement pertinente. Dans le domaine de la sémiotique visuelle, la bouche cousue, c'est vraiment le symbole ultime de la censure. De la censure? Oui, c'est évident. Mais la technique employée par Danny Zouir, elle ajoute une dimension supplémentaire. Si on observe le rendu de la matière, la peau a des dégradés super subtils. Elle suggère le sang qui pulse en dessous, la tiédeur de la vie en fait. Et le fil blanc alors? Le fil blanc, en revanche, il est peint avec une rigidité implacable. Il apparaît stérile,
très chirurgical. Il est totalement étranger au Vidant. Et cette dimension chirurgicale, justement, ça soulève une question qui est profondément dérangeante sur l'origine de cette mutilation. Qui l'a faite, c'est ça? Bah oui. En temps normal, une suture médicale, c'est fait pour rassembler des tissus déchirés, pour permettre la guérison. C'est un acte de réparation, normalement. Voilà. Mais ici, l'outil médical, il est détourné pour devenir un instrument de torture. La suture maintient artificiellement fermée une ouverture qui est vitale. Ce qui nous amène inévitablement à interroger la nature du bourreau. Qui a manipulé cette aiguille? C'est la grande question. Si c'est une force extérieure, alors l'œuvre devient un commentaire politique glaçant sur l'oppression et la réduction au silence d'une population ou d'un individu par un système autoritaire. D'accord. La brutalité de l'acte traduit une volonté de nier à l'autre le droit fondamental d'exister par la parole. Mais il y a une hypothèse beaucoup plus sombre que l'oppression externe, tu ne crois pas? Je vois où tu veux en venir. Que se passe-t-il si la menace dans cet environnement toxique est tellement absolue que le sujet a lui-même pris l'aiguille? L'autocensure. Ouais. S'imaginer l'autocensure poussée à ce degré de violence. S'enfiger une telle douleur, se coudre ses propres lèvres, simplement pour s'assurer de ne jamais prononcer le mot qui condamnerait. C'est glaçant. C'est l'instinct de survie muté en automutilation, quoi. Le concept d'internalisation de l'oppression, oui, dans des environnements hautement hostiles, et on se rappelle que le ciel vert acide à l'arrière-plan nous souligne cette hostilité, Ouais, le ciel toxique. eh bien, le silence n'est plus seulement une consigne, ça devient une condition sine qua non de la survie biologique. Waouh. Le sujet se détruit partiellement pour ne pas être anéanti totalement. C'est une transaction effroyable que l'artiste matérialise avec ce fil-blot clinique. C'est d'une tristesse absolue. Et puisque la bouche est violemment mise hors circuit, l'énergie, l'angoisse et la conscience, elles ne s'évaporent pas par magie. Non, il faut qu'elle sorte quelque part. Elles sont sarcées de chercher une autre issue. Et cette pression remonte inévitablement vers le haut du visage. Quand on suit cette trajectoire, on atterrit sur le regard. Le regard, oui, c'est la clé de voûte. Au départ, en scrutant les détails près de l'œil gauche, j'ai cru voir une touche de coquetterie un peu absurde, comme une longue broche métallique dorée ou un bijou posé sur la pommette. Un ornement. Ouais, ça semblait totalement en décalage avec le reste. C'est vrai que l'illusion est fréquente face à des textures inattendues. Mais une observation minutieuse de la forme révèle une nature bien plus dramatique en fait. Ce n'est pas un bijou. De l'œil. Cependant, au lieu d'être traitée comme un liquide translucide et éphémère, elle possède la densité, la rigidité et la couleur d'un métal lourd. Genre du bronze. Semblable à du bronze, oui, ou à de l'or terni. Ce qui transforme complètement la nature du chagrin. Une larme liquide, ça sèche, ça s'essuie, c'est temporaire. Mais ici, la douleur s'est calcifiée. Elle s'est figée dans le temps. Elle s'est solidifiée sur la peau. Elle pèse de tout son poids, tel un objet physique qu'on ne peut plus jamais retirer. C'est la sédimentation du traumatisme. Et ça dialogue directement avec une autre anomalie frappante qui est située juste au-dessus de cet œil. Ah oui, laquelle? L'arcade sourcilière. Elle n'est pas recouverte de peau humaine normale, elle présente une texture granuleuse, très bosselet. Ah oui, c'est vrai, ça ressemble presque à des écailles ou à la peau d'un reptile qui aurait muté. Exactement. C'est comme si, face à l'incapacité de crier ou de repousser la menace, le corps tentait de développer une carapace. Pour se protéger? Ouais, à la manière d'une énorme callosité qui se forme sur une main après des années de travail éreintant, tu vois. La peau du visage s'épaissit pour encaisser les coups d'un monde impitoyable. Cette mutation dermatologique, c'est vraiment la preuve d'une adaptation forcée et super douloureuse. Et au milieu de cette carapace naissante et de ces larmes de métal, il y a les yeux. Les yeux sont intenses. L'iris est grand ouvert, écarquillé et d'une teinte jaunâtre très particulière, presque maladive. L'absence de paupières relâchées, ça indique une vigilance constante. Le regard ne peut pas se détourner. Et la tragédie de cette figure, c'est la conscience absolue de son propre effondrement. Il voit tout. La bouche est verrouillée, le corps fond vers la terre, mais les yeux refusent de se fermer. Ils absorbent l'intégralité du cauchemar. Et cette teinte jaunâtre de l'iris dont tu parlais, j'ai l'impression qu'elle fait écho aux couleurs ocre du désert autour. C'est très bien vu. C'est un détail fondamental de l'œuvre de Dany Zouhir. Le sujet commence en fait à assimiler visuellement l'environnement toxique qu'il détruit. Ah ouais, la fusion avec le décor. Le mimétisme avec la couleur de la terre aride suggère que l'isolement imprègne jusqu'au regard. Mais surtout, ses yeux grands ouverts fixent l'extérieur. Il nous fixe, nous.
Voilà. Il transforme la dynamique de la toile. L'œuvre ne se contente pas de nous montrer une souffrance enclose, elle la projette vers la personne qui l'observe. Le regard transfère la lourdeur et l'impuissance directement dans l'espace de celui qui regarde. C'est puissant. Cette fixité insoutenable rend la passivité du spectateur complice du silence, presque. C'est très inconfortable. Et le génie de cette toile de 2023, c'est d'utiliser des codes esthétiques extrêmement irréels, surréalistes même, pour toucher à une vérité humaine des plus brutales. On part d'un décor onirique invraisemblable, d'une anatomie disloquée impossible, et pourtant, l'émotion générée n'a rien de fantaisiste. Non, pas du tout. Elle est lourde, elle est réelle et universelle. Et c'est là que l'origine marocaine de l'artiste peintre ajoute une épaisseur contemporaine à cette pratique. C'est-à-dire? Le recours au surréalisme par un artiste de Meknès aujourd'hui, ce n'est pas un exercice de style rétro ou un simple hommage aux peintres européens du siècle dernier, tu vois. D'accord. Zouir s'approprie ces distorsions pour traduire les tensions contemporaines de notre époque. L'épuisement mental systémique, l'effondrement des repères et ce sentiment insidieux de n'avoir aucune voix face à des crises écrasantes. Ce sont des thématiques qui transcendent largement les frontières géographiques, en fait. Absolument. La détresse n'a pas besoin de traduction. La grammaire visuelle du corps qui s'effondre et la bouche réduite au silence, ça frappe avec la même intensité, peu importe notre propre langue maternelle. C'est le pouvoir de l'image. Ouais, Le parcours visuel que l'on vient de faire pour ceux qui nous écoutent n'est pas anodin. Il a commencé dans un désert vide et sans échappatoire, sous l'anxiété d'un ciel vert toxique. Il nous a conduits vers l'effondrement de la chair, où on découvre l'humiliation de dépendre d'un bout de bois et d'une main fantomatique juste pour ne pas sombrer dans la poussière. jusqu'à nous confronter brutalement à ces sutures, à la cruauté d'un fil chirurgical qui enferme la parole et calcifie la douleur en larmes de métal. La beauté de cette œuvre réside dans le profond malaise qu'elle provoque, car elle ne fait aucune concession. Aucune. Elle refuse de nous réconforter. Et le confort est souvent l'ennemi de la prise de conscience. En nous imposant cette vision d'un mutisme absolu, l'artiste nous force à mesurer le privilège extraordinaire que représente l'expression libre. C'est tellement vrai. L'acte banal de pouvoir ouvrir la bouche sans risquer la déchirure, on a tendance à l'oublier. Ce qui m'amène à une pensée persistante, une réflexion qui, je trouve, bouleverse un peu toute l'approche qu'on a pu avoir de cette toile aujourd'hui. Ah, je t'écoute. On a décortiqué l'absence totale de voix de ce visage. On a analysé la paralysie forcée, le lassage serré des lèvres, l'emprisonnement du cri. Tout ce qui l'étouffe. Exactement. Mais il y a un élément extérieur à la toile qu'il ne faut surtout pas ignorer, je pense. Face à l'interdiction de parler, face à la lourdeur d'un monde qui exige le silence ou qui épuise jusqu'à l'os, le simple fait que Danny Zouir ait tendu sa toile, Qu'il ait pris ses pinceaux, qu'il ait mélangé ses ocres et ses verres toxiques et minutieusement peint chaque détail de cette torture silencieuse, cet acte de création n'est-il pas, en lui-même, l'antidote? c'est une très belle façon de voir les choses. Peindre le mutisme avec une telle puissance, c'est peut-être la forme de rébellion la plus retentissante qui soit. Le sujet de la toile ne peut pas hurler, c'est sûr, mais l'existence même de cette peinture prouve que l'artiste, lui, a refusé de se taire.